sont tués, violés, abandonnés dans le désert, sans eau ni nourriture. Eux, ce sont les Noirs subsahariens qui ont choisi la Tunisie comme pays de transit dans leur projet de la traversée pour l'Europe. Que se passe-t-il exactement dans ces pays à la culture raciste? Je vous réponds dans ce numéro de la Une du Continent expliqué. Mettons-nous d'accord, cette vidéo n'a pas pour vocation de pleurnicher sur le sort de notre race. Elle ne s'inscrit pas non plus dans une démarche de militantisme contre la négrophobie. Non, pas du tout, ça serait perdre mon temps, car je suis réaliste et pense que le combat contre le racisme est un combat stérile. Dans ces pays-là, la négrophobie est culturelle, ce n'est un secret pour personne. Donc, ce n'est pas une vidéo de quelques minutes qui changera quoi que ce soit. Ma démarche, elle est purement informative et pédagogique. Maintenant que tout est dit, passons aux choses sérieuses. La Tunisie, comme tout pays maghrébin, entretient une culture anti-noire, même pour leurs propres compatriotes à la peau foncée dont les ancêtres sont autochtones de ces pays. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit car trop occupé à dénoncer le racisme de l'Occident. Mais le 21 février 2023, le président tunisien Kais Saied a eu le courage de dire tout haut ce que disent tout bas ses compatriotes, évoquant un complot du grand remplacement et dire que celui qui défend cette théorie dans le pays de la baguette est aussi originaire du Maghreb. Saïd dit ceci: il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie et certains individus ont reçu de grosses sommes d'argent pour donner la résidence à des migrants subsahariens. Décidément, ce président ne connaît rien à l'histoire du continent africain. Après ces déclarations, certains Tunisiens vont appliquer ce qu'ils ont toujours voulu faire sur le noir venant du Sub-Sahara. Habitations incendiées, femmes violées, parmi ces victimes des étudiants et résidents en ordre. Les personnes noires trouveront refuge dans leurs ambassades respectives pour être, pour certains d'entre eux, rapatriés, notamment les Ivoiriens, dont le gouvernement avait mis à leur disposition un avion. Après les indignations hypocrites des politiques à travers le monde, un semblant d'accalmie sera observé, mais cela sans compter à l'enracinement de la culture négrophobe de certains d'entre eux. Car très vite, les habitants de la ville de Sfax, deuxième grande ville du pays, une ville côtière, donc le passage obligé de candidats à l'aventure de la Manche commence à exercer le violence sur le subsaharien. Fin mai, un jeune homme béninois sera poignardé à mort dans cette ville par les Tunisiens. Les subsahariens savent qu'ils peuvent trouver la mort à tout moment, donc il faut se défendre. Et nous arrivons dans la nuit du 3 juillet. Peu avant minuit, un groupe d'hommes tunisiens attaque comme d'habitude un groupe de jeunes noirs et une bagarre éclate. Dans cette confrontation, l'un des agresseurs des Africains noirs, un Tunisien de 41 ans, sera touché par un couteau qui serait donné par un Camerounais arrêté par la police tunisienne. Tout de suite, acheminé à l'hôpital, le Tunisien succombera de ses blessures. Aussitôt, l'information donnée à un député de la ville publie sur Facebook la vidéo de cet incident et certains Tunisiens s'élancent dans ce qu'ils savent le mieux pratiquer, c'est-à-dire la violence. Ils capturent le noir pour les abandonner dans le désert qui est la frontière avec la Libye. Certains vont succomber de soif, la faim. Ils préfèrent ça que la Libye car là-bas, c'est l'esclavage. Je vous avais dit qu'ils sont tous pareils, n'est-ce pas? Et Saïd revient à la charge le 26 juin et réitère ses propos sur la chasse aux subsahariens. Dans un communiqué, le président tunisien déclare que le subsaharien terrorise le Tunisien. Les analystes observateurs politiques expliquent les propos de Saïd par son échec économique à la tête du pays qui est en pleine crise, une crise économique qui date depuis le renversement de Ben Ali en 2011. Cette situation politique va donner lieu aux attentats terroristes. À leur tour, feront chuter le tourisme, l'un des piliers de l'économie tunisienne, ajouté à cela la pandémie de Covid-19. Ne sachant donc pas répondre aux attentes de son peuple, il faut bien évidemment chercher un bouc émissaire. Cette explication n'est pas fausse, mais n'est pas la seule, car cela excuserait la culture de la négrophobie dans ces pays, ce qui n'est plus à démontrer. Et pendant ces temps, l'Afrique noire, silence radio, aucune protestation devant les ambassades de ces pays, aucune pression sur les ressortissants tunisiens qui vivent leur meilleure vie sur nos terres. Vous me direz que j'appelle à la violence ou encore que sont en ordre chez nous. Je vous répondrai que non, je n'incite pas à la violence et qu'il y a des étudiants bien en ordre en Tunisie qui ont été violentés. Le comble, c'est que nous ne faisons même pas pression sur nos dirigeants pour appliquer un semblant de la politique de la réciprocité. De toutes les façons, nous avons des dirigeants que nous méritons, car ils se comportent exactement comme nous.
Eux sont heureux d'être Charlie et déposer des bougies sur les tombes des victimes ukrainiennes et nous sommes heureux de scander justice pour Naël. Nous savons tous que la plupart des candidats à la maire sont d'Ouest africains, mais lors de la dernière rencontre de la CEDEAO, personne n'a évoqué ces sujets. Le nouveau président était intéressé au coup d'État et lançait des pics à d'autres pays voisins ou encore dansait au rythme d'Umoro Sissoko. Et pourtant, si ces jeunes choisissent cette voie, c'est à grande partie de leur faute. Prenez soin de vous et du continent aussi.